Bonjour, on continue nos révisions sur les fonctions holomorphes. Aujourd'hui, on va parler du théorème des résidus. Mais avant ça, je voudrais dire sur quels ouverts on va se placer. On va du coup faire quelque chose d'un peu plus général que des ouverts convexes, parce que ça pourrait éventuellement être utile dans un écrit d'agrég. Donc je rappelle qu'une partie de C, bon, en général, ça aurait un sens dans un espace vectoriel, une partie de C est étoilée. Je veux dire en Z0 par rapport à Z0, je pense que c'est ça la terminologie. Par rapport à petit a, si pour tout Z dans A, le segment AZ est entièrement contenu dans A. Donc la même chose que la définition de la convexité, sauf qu'on fixe une des deux extrémités. En particulier, un convexe est bien sûr étoilé par rapport à chacun de ces points. Et la réciproque est fausse. Si vous prenez l'exemple très important pour nous quand on va parler du logarithme, ce sera C privé d'une demi-droite. Et bien ça, c'est étoilé par rapport à n'importe quel point qui prolonge cette droite. Si vous allez ici, si ça c'est mon point A, je peux aller n'importe où en me déplaçant le long d'une ligne droite. En me déplaçant le long d'une droite. Donc c'est étoilé par rapport à ce point-là, et pourtant c'est pas du tout convexe. Et ça c'est vraiment l'exemple important pour nous après quand on parlera de branches de logarithme. Donc maintenant là, on peut améliorer un peu notre théorème de Morera. Donc une proposition, soit U un ouvert étoilé, F holomorphe sur U, alors F admet une primitive, holomorphe bien sûr, une primitive au sens des fonctions de la variable complexe, sur U. En particulier l'intégrale de F sur un lacet tracé dans U fera 0. Et si jamais f ne s'annule pas, on pourrait trouver une primitive pour f' sur f, puisque ça c'est une fonction holomorphe, et une primitive pour f' sur f, c'est une constante près la même chose qu'un logarithme pour f. Pour l'instant, nous, ça va nous être utile pour démontrer le théorème des résidus sur des ouverts étoilés. Habituellement, enfin dans un cours qui irait un peu plus loin, on remplacerait étoilé par simplement connexe, où tous les lacets sont homotopes à un point. Donc ici, on est en train de dire en particulier qu'un ouvert étoilé est simplement connexe. Mais j'ai fait le choix de ne pas parler d'homotopie dans cette série de vidéos, ça aurait été compliqué, ça nous aurait amené loin, et je pense qu'il n'y a aucune chance que ça soit utile dans un écrit d'agrég. Donc on reste sur les ouverts étoilés. Et on va faire la preuve de ce théorème-là. Ben, si on repense à la preuve du théorème de Morera, où on avait montré que si une fonction est d'intégrale nulle sur tout lacet, sur un ouvert convexe, alors, et même seulement sur tout triangle, sur le bord de tout triangle sur un ouvert convexe, alors elle admet une primitive, ben, on peut faire la même chose que dans la preuve de Morera et poser grand F de Z, en disant que c'est étoilé par rapport à un point Z0. On pose grand F de Z égale intégrale sur le segment Z0Z de F de xi d'xi. Donc là, sur mon chemin, c'est étoilé par rapport à Z0, et Z est là. Mais maintenant, U est ouvert. Donc pour Z', je veux montrer que cette fonction-là, grand F' égale petit f. Pour Z' proche de Z, tout le segment ZZ' est contenu dans U. Donc je fixe un petit z et je veux calculer la dérivée en ce point-là. Mais bien sûr, il y a une petite boule centrée en z qui est contenue dans U. Et là, n'importe quel point dans cette boule, la boule, elle est convexe. Donc j'ai tout ça qui est contenu dans U. Du coup, le triangle, donc le triangle de sommet Z
Z0, Z' est dans U. Alors quand je dis le triangle, comme toujours, je veux dire le triangle et son intérieur, l'enveloppe convexe des 3 points. Alors pourquoi c'est vrai ça? Bah, on vient de dire Z est dans U, Z' est dans U parce qu'il est suffisamment proche, et tout ça, c'est aussi dans U parce que U contenait une petite boule autour de Z. Mais maintenant, un point du triangle, c'est obtenu en allant de Z0 jusqu'à un point de ce segment. Et comme c'est étoilé par rapport à Z0, tout ce segment est contenu dans U. Donc je viens bien de montrer que tout l'intérieur du triangle était contenu dans U. Mais ça, alors maintenant je vais effacer un tout petit peu ici. Donc je viens de donner un argument pour dire que tout ce triangle est contenu dans U. Donc ça c'est Z, ça c'est Z'. Mais ça, comme U est ouvert, ça veut dire que je peux agrandir un peu mon triangle et en fait trouver un convexe, un triangle un peu plus grand. Donc je vais l'appeler delta, celui-là pour l'instant. Il dépend de Z, Z, Z', mais delta est contenu dans un ouvert convexe, lui-même contenu dans U. Pourquoi? Parce que ça, si vous voulez, ça c'est un compact, la distance complémentaire est strictement positive. Si j'augmente un tout petit peu mon triangle, j'obtiens un nouveau triangle qui est très proche du précédent, donc qui doit être contenu dans U. Mais du coup, donc ça, cet ouvert convexe, finalement, on peut prendre l'intérieur d'un triangle un tout petit peu plus grand. Ça me dit par Cauchy-Goursat, comme j'ai une fonction holomorphe définie sur un ouvert convexe, je sais que l'intégrale sur le bord de delta de f, de xi, d'xi, égale à 0. D'accord? Et ça, c'est vrai du moment que je prends un z' dans une boule. Tout ce raisonnement marche du moment que je prends un z' suffisamment proche de z au départ. Donc tous les z' que je travaille avec seulement des z' dans une boule au voisinage de z. Et ça marche pour tous les z'. Et maintenant, on refait la preuve de Morera, le même argument que la preuve de Morera. La preuve de Morera, c'était je fais tendre ce côté vers 0 et j'en déduis que grand f' de z égale f de z. Donc là, je vous laisse juste reprendre la preuve du théorème de Morera parce que c'est exactement la même chose. Maintenant, on sait que l'intégrale sur ces triangles-là, sur tous ces triangles vaut 0. Quand je fais tendre ce point vers là, je vois du grand f de z moins grand f de z' plus ce petit truc qui est à peu près z moins z' f de z, qui fait 0, et ça me donne le résultat. Donc c'est la même chose là, vraiment que la preuve de Morera. Corollaire, qui va être important pour les résidus. Si U est un ouvert étoilé, quand on dit étoilé, bien sûr, c'est par rapport à un certain point, mais ce n'est pas la peine de nommer le point. Si U est étoilé par rapport à un de ces éléments, et F est dans H de U, et gamma est un lacet dont l'image est contenue dans U, alors l'intégrale sur gamma de F de xi est égale à 0. Oui, pourquoi? Parce que on vient de dire f admet une primitive sur U, du coup son intégrale sur n'importe quel lacet vaut 0. Parce que ça c'est juste la formule pour la dérivée d'une composée. C'est une des toutes premières remarques qu'on a faites. Avant de dénoncer le théorème des résidus, il faut que je revienne sur un petit quelque chose sur les développements en série de Laurent. Parce que j'ai fait des développements en série de Laurent sur des anneaux. Un cas particulier d'anneau, c'est un disque épointé. Et c'est ça qui va nous être utile ici. Donc retour sur le développement en série de Laurent. Sur un disque épointé, ce que je vais appeler D étoile de Z0R, c'est-à-dire le disque privé de son centre. Bon, ça va être juste une notation pour aujourd'hui, je ne sais même pas si je vais m'en resservir. Donc si F, même je vais l'appeler juste D étoile
pour juste cette petite discussion. Si f est holomorphe sur D étoile, donc j'ai fixé Z0, j'ai fixé R strictement positif, et D étoile, c'est le disque où j'ai enlevé le centre, on a vu quoi, que f s'écrivait somme sur ce disque, on a vu que f s'écrivait comme la somme de moins l'infini jusqu'à, disons, moins 1 des AN sur Z moins Z0 puissance n, plus la somme pour n égale 0 jusqu'à l'infini des AN Z... Alors, pardon. Évidemment, là, on va faire comme ça. Somme pour n égale à... Alors, plutôt je veux faire apparaître la série entière, donc je vais faire comme ça. N égale 1 jusqu'à l'infini des AN sur Z moins Z0 puissance n, plus la somme pour n égale 0 jusqu'à l'infini des Bn Z moins Z0 puissance n. Alors ici, c'est juste pour éviter d'avoir deux fois le terme constant, que j'ai fait commencer une terme à 1 et l'autre à l'infini. Donc là, j'ai réécrit un développement en série de Laurent, mais en faisant apparaître ça sous forme de puissance de 1 sur z, plutôt que comme des puissances positives, négatives de z. Donc moi, je l'avais écrit au voisinage de 0, mais évidemment, si f est holomorphe au voisinage sur un disque de centre Z0 et de rayon R, l'application qui a H associe f de Z0 plus H, elle est holomorphe sur un disque de centre 0 et de rayon R, et on lui applique cette formule, et H c'est Z moins Z0, donc ça nous donne ça. Le point clé que je dois faire remarquer, c'est qu'on avait dit ça, quand est-ce que ça converge, cette série? Vu qu'elle converge, la série somme des AN Z puissance n, la série entière qui apparaît ici, elle converge même pour des éléments de modules très très grands, puisqu'elle converge quand en 1 sur Z moins Z0, dont le module tend vers l'infini. Donc elle a un rayon de convergence infini. Encore une fois, je sais que cette série en 1 sur Z moins Z0 converge au voisinage de Z0, mais ce que je vois quand je m'approche de Z0, c'est des complexes dont le module tend vers l'infini. Donc cette série entière, elle converge pour des complexes de modules arbitrairement grands, son rayon de convergence, c'est infini. Ça va intervenir. En général, quand on était sur un anneau A de R1, R2, avec mes notations précédentes, la série en puissance de 1 sur Z, elle devait avoir un rayon plus grand que 1 sur R1, et la série en puissance de Z, elle devait avoir un rayon plus petit que R2. Dans le cas où on a juste un disque et pointé R1 vaut 0, rayon plus grand que 1 sur R1, ça veut dire rayon égal infini. Donc en fait, on l'avait vu dans la vidéo précédente, mais je n'avais pas insisté dessus. Donc c'est important, quand on a une fonction holomorphe sur un disque et pointé, la partie singulière, la partie qui fait que la fonction n'est pas holomorphe en Z0, elle vient toujours d'une série entière qui a un rayon de convergence infini. Et en particulier, du coup, cette fonction-là, c'est une fonction holomorphe sur C privé de Z0. Enfin, ça définit une fonction holomorphe sur C privé de Z0. Maintenant, je peux énoncer le théorème des résidus. Donc, soit U un ouvert étoilé. Et on n'a pas une fonction holomorphe sur U tout entier, puisqu'on veut calculer l'intégrale d'une fonction. Si elle est holomorphe sur U tout entier, qu'on calcule son intégrale sur un lacet contenu dans U, ça fera 0, mais on a un certain nombre de singularités possibles. Donc A contenu dans U finit, et F, une fonction holomorphe sur U, sauf peut-être sur les points de A. C'est un ensemble fini, on voit que des singularités isolées. Soit gamma tracé dans U et qui ne rencontre pas A, donc ça passe pas
par les points de A, alors l'intégrale sur gamma de f de xi d'xi, c'est la somme pour z dans A des deux IP, indice de z, peut-être A dans A, indice de A par rapport à gamma, fois le résidu de f en A. Donc ça, c'est l'énoncé du théorème des résidus. Ici, j'ai sommé sur A, mais A, c'est juste un ensemble fini. A, si vous l'appelez A1, etc., jusqu'à N, c'est la somme pour I allant de 1 jusqu'à N. Il n'y a pas de piège. Et donc, le point mystérieux dans cette somme, c'est comment on fait pour calculer ce résidu. Je rappelle, le résidu, c'est quand on développe au voisinage de A, comme on voit une singularité isolée, la fonction 1, développement en série de Laurent au voisinage de A, on a du coup un truc une somme de puissance de z moins a. Le résidu, c'est le coefficient de 1 sur z moins a dans ce développement-là. Et pourquoi c'est important? Parce que quand 1 sur z moins a, c'est la seule fonction holomorphe sur le disque épointé qui n'a pas de primitive holomorphe. Et donc quand on intègre sur un lacet, il va seulement rester le résidu fois l'intégrale sur le lacet. Et ça va être la preuve. Donc la preuve, en fait, sur un voisinage, sur un disque épointé, donc je vais réutiliser cette notation, pour A dans A, sur un petit disque épointé au voisinage de A, f admet un développement en série de Laurent, donc on sait qu'on peut écrire f de z égale, je vais reprendre mes notations, somme pour moins l'infini jusqu'à moins 1 des an z moins a puissance n, plus somme pour n égale 0 jusqu'à l'infini des an z moins a puissance n. Et ça, je peux l'appeler h indice a, disons, de z. Ce qu'on a dit, c'est que ça, c'est la partie singulière du développement en série de Laurent de f. On a dit, juste avant de démontrer le théorème des résidus, que ça venait d'une fonction holomorphe sur C privé de A, parce que le rayon de convergence de la série était infini. Donc en particulier, celle-là, elle est en fait définie en particulier sur... elle a un sens sur C privé de A, donc ça converge sur U tout entier. Moi, je suis en train de travailler sur U. Donc si maintenant je regarde F moins cette somme finie des HA, ben, elle est holomorphe sur U privé de A tout entier, hein, puisque je suis en train d'enlever des fonctions qui sont holomorphes partout, sauf peut-être en élément de A. Donc elle est holomorphe sur U privé de A, et elle n'a que des singularités effaçables. Pourquoi? Ben parce que si je regarde ce qui se passe au voisinage de A, quand je fais f moins HA, la partie singulière du développement en série de Laurent a disparu, et les autres fonctions qui apparaissent dans la somme, elles sont holomorphes partout, sauf en un point qui n'est pas A. Donc en particulier, elles sont holomorphes au voisinage de A, et donc ce que je vois, c'est juste une fonction holomorphe, plus un truc qui n'est... Enfin, où il y a une singularité, moins ce truc-là. Donc, finalement, quand je regarde le développement en série de Laurent, je vois que j'ai enlevé la singularité. Donc, il n'y a que des singularités effaçables. Et en fait, cette fonction-là, je peux l'appeler G, avec un petit abus de notation, G est holomorphe sur U. C'est-à-dire G se prolonge en une fonction holomorphe sur U. Donc, comme U est un ouvert étoilé, l'intégrale sur gamma de G de xi dxi est égale à 0. Ok. Alors, je vais essayer de finir au-dessus et de garder la formule. Mais c'est quoi l'intégrale de G? G, elle est ici. C'est-à-dire intégrale sur U de G de f de xi, pardon, de xi,
est égal à la somme pour A non grand A des intégrales, pourquoi j'ai dit intégrale sur U, intégrale sur gamma bien sûr, des intégrales sur gamma de HA de xi d'xi. Parce que l'intégrale de G, c'est l'intégrale de f moins la somme des intégrales de h indice A. Mais quand on regarde l'intégrale de h indice A, on l'avait fait à la fin de la vidéo précédente, le seul terme dans le développement, le seul terme qui reste, quand j'intègre, c'est le coefficient A-1 du résidu. Alors, AN, c'était catastrophique, des AN et des A, désolé, je ne vais pas changer maintenant. Ça, j'avais fait le calcul, je vais peut-être juste le refaire à l'oral. Donc ça fait la somme pour A dans A. Quand j'intègre une série qui converge normalement sur les compacts, en particulier sur gamma, je peux échanger série intégrale. Donc quand j'intègre HA, j'intègre cette série-là. Z-A puissance n pour tout n sauf moins 1, il s'intègre en faisant 0. Et le terme qui reste, donc le coefficient de Z-A puissance moins 1, c'est ce qu'on a appelé résidu de HA au point A, fois l'intégrale sur gamma de dxi sur xi moins 1. Ce qui reste, c'était que j'intégrais 1 sur xi moins 1. Et ça fait quoi? Alors, résidu de HA en A, c'est la même chose que résidu de F en A, puisque HA, c'était juste la partie singulière du développement série de Laurent. Le coefficient pour n égale moins 1, c'est le même pour HA et pour F. Et l'intégrale de dxi sur xi moins A, c'est 2ipi, indice relativement à gamma de A. Donc ça montre le théorème des résidus. Donc moralement, le théorème des résidus, qu'est-ce qu'il y a dedans comme ingrédient? Il y a le fait que sur un ouvert étoilé, l'intégrale d'une fonction holomorphe vaut 0, que les fonctions holomorphes sur un disque pointé ont un développement en série de Laurent, et que quand j'intègre une fonction qui a un développement en série de Laurent sur un disque, sur un lacet, en fait, quand j'intègre cette fonction-là, sur un lacet qui ne passe pas par A, ce que j'obtiens, c'est juste A moins 1, puisque tous les autres termes du développement admettent une primitive, et que par convergence normale sur gamma, on peut échanger série et intégrale. Ok, je vais faire un exemple. Je ne vais pas faire des milliards d'exemples de calcul d'intégrale au tableau en vidéo, c'est peut-être pas palpitant. Je vais faire un exemple classique qui est dans les notes de cours de Michel Autain, si je ne dis pas de bêtises. Bon, il faudra sans doute qu'on fasse quelques exercices là-dessus, mais la difficulté en général d'application du théorème des résidus, c'est trouver le bon contour et ensuite estimer les intégrales. Au tableau, je vais faire un exemple simple. On va calculer l'intégrale, alors je vais peut-être faire sur R, de dt sur 1 plus t à la puissance 6. Donc on va faire notre parcours. Donc ça, c'est bien intégrable, hein. On a du 1 sur t6, bon, le critère de Riemann s'applique. Donc c'est la limite de l'intégrale de moins r à r de cette fonction. Et je vais faire comme chemin mon segment et puis ce qui devrait être un demi-cercle de rayon R. Donc ça, c'est mon gamma R. Combien vaut l'intégrale sur gamma R de f de xi, f de z, c'est bien sûr 1 sur 1 plus z la puissance 6. Et l'intégrale sur gamma R de f de xi dxi, ça vaut l'intégrale de moins r à r de f de t dt, le truc qui m'intéresse, plus l'intégrale de, si je parcours ça, mon angle de départ c'est 0, à la fin c'est pi, l'intégrale de 0 à pi de, on écrit
c'est grand R exponentielle IT, donc la dérivée c'est I grand R exponentielle IT sur 1 plus R puissance 6 exponentielle 6IT dt. Et ça, grosso modo, la taille de ça c'est 1 sur R à la puissance 5, ça tend vers 0, quand R tend vers plus l'infini. J'ai pris un exemple très simple où il n'y avait pas de difficulté pour évaluer l'intégrale. On pourrait avoir des trucs beaucoup plus subtils, évidemment, qui apparaissent. Ici, j'ai pris R suffisamment grand, bien sûr, pour ne pas rencontrer un dipôle, c'est-à-dire, dans ce cas-là, R strictement plus grand que 1. Donc, ça, finalement, quand R tend vers plus l'infini, l'intégrale, je vais l'appeler I. I, c'est donc, finalement, la même chose que la limite, peut-être avant ça, pardon, et ça, c'est la somme pour les résidus de ma fonction, somme pour les pôles de cette fonction-là, pour les singularités possibles, des résidus. Alors qu'est-ce que j'ai comme singularité maintenant? Quand je regarde 1 sur 1 plus t à la puissance 6, qu'est-ce que j'ai? Alors ici, je vais avoir un cercle de centre 0 et de rayon 1, un demi-cercle de centre 0 et de rayon 1. Quelles sont les singularités? J'ai EI pi sur 6. Oui, j'ai... Alors j'en ai 3, c'est ça? J'ai je vais faire z puissance 6 égale à moins 1. Tac, tac, tac. Donc j'ai EI pi sur 6. J'ai 5 i pi sur 6. Est-ce que je suis en train d'en oublier ou pas? Et j'ai lui. Pardon. Ok. Oui, j'ai pi sur 6 plus 2 pi sur 6, donc pi sur 6 plus pi sur 3. Donc je suis en train de chercher les racines sixièmes de l'unité. J'ai pi sur 6 plus 2pi divisé par 6, donc pi sur 6 plus pi sur 3 qui fait bien pi sur 2. Et encore celui-là. Donc ces points-là devraient être symétriques, donc j'ai ces 3 points. Ça c'est mes 3 pôles, donc c'est EI pi sur 6, I et 5 i pi sur 6. Donc il y a 3 singularités qui sont isolées, et donc le théorème des résidus me dit que ça fait la somme de l'intégrale sur gamma R, ça fait la somme des résidus de F en... Bon, je vais les appeler AI. Alors, I, c'est peut-être un complexe de mon carré vaut 1, donc je vais les appeler A1, A2, A3, disons. Résidu de F en ce point, fois 2pi, fois l'indice du point par rapport au demi-cercle. L'indice du point, ici, c'est 1. Le demi-cercle, il fait un tour autour de ce point-là. Donc, finalement, maintenant, quand je fais... Ça, c'est l'intégrale sur gamma R, elle est constante. Ce terme-là tend vers 0. Donc, mon intégrale, elle vaut ça. OK. Parfait. Et maintenant, la difficulté, et ce qui reste en général comme difficulté dans le théorème des résidus, même quand on est arrivé à trouver le bon chemin, à majorer l'intégrale sur une partie du chemin pour qu'elle tende vers 0, une difficulté, ça reste d'évaluer les résidus, en général. Ici, c'est pas trop compliqué, parce que 1 sur 1 plus z à la puissance 6, ça fait juste le produit, pour les racines sixième de l'unité, des 1 sur, comment je vais l'écrire, produit pour j égale 1 jusqu'à 6, des 1 sur z moins aj. Donc A1, A2, A3, c'est mes premières racines, et puis après j'ai A4, A5, A6. En particulier, il n'y a que des pôles, il n'y a que des zéros d'ordre 1, il n'y a que des pôles simples. Donc finalement, ça me dit que si je fais z moins AI, AJ, fois f de z, elle a une limite en AJ. D'accord? Et donc finalement, moi, ce dont j'ai besoin pour calculer le coefficient de mon développement, c'est de calculer la limite quand z tend vers mon terme AJ de z moins AJ
sur 1 plus z à la puissance 6. Encore une fois, c'est un terme d'ordre 1, c'est un pôle d'ordre 1, c'est un 0 d'ordre 1. Quand je multiplie une fois, ça suffit à rendre la fonction holomorphe. Donc le développement, il commence en moins 1. Il n'y a pas de terme de degré plus petit. Sinon, multiplié par z moins aj, ça ne suffirait pas à la rendre holomorphe. Mais du coup, c'est quoi le coefficient moins 1? Si j'ai quelque chose sur z moins aj plus une fonction holomorphe, ben quand je multiplie par z moins aj, et que je fais tendre z vers 1j, ce que je vois, c'est exactement ce coefficient-là. Donc le résidu, ce qui m'intéresse, c'est cette valeur-là. Le résidu de z en aj, on vient de montrer que le résidu en un pôle simple, en un pôle d'ordre 1, c'est la limite de z moins a fois f de z. Ah, mais ça, finalement, c'est quoi? C'est une fonction qui vaut 0 en aj, divisé par z moins aj, donc c'est 1 sur la dérivée évaluée en aj. Encore une fois, f de z moins f de aj sur z moins aj, f de aj ça fait 0, hein. F de z moins f de aj sur z moins aj, ça tend vers f' de aj. Alors, je l'ai appelé f, hein, celle-là, donc je vais me mettre 1 sur f' de aj, ça serait quand même plus lisible. 1 sur f' de aj. Et donc ça, c'est mon résidu. Résidu en un pôle simple, c'est facile à calculer, en particulier si f a un 0 d'ordre 1 en un point, on vient de montrer la formule qui est que le résidu de 1 sur f en ce point-là, c'est juste 1 sur f'. Et f' de aj, c'est bien sûr 6aj à la puissance 5. Si je dérive ça, ça fait 6z à la puissance 5. Comme aj à la puissance 6, ça fait moins 1, ça fait juste moins aj sur 6. C'est plus simple à manipuler. Ok, et maintenant je vais finir au-dessus. Donc mon intégrale. Alors il y a un 2i en facteur. Évidemment, je viens d'effacer mes coefficients. 2i fois, j'ai un moins un truc sur 6, donc je le mets en facteur. EIpi sur 6 plus i plus E 5ipi sur 6. Ça, c'était mes trois racines sixièmes qui étaient dans le de moins 1, qui étaient dans le demi-plan supérieur. Ok, donc ça fait moins i pi sur 3, facteur de i plus, alors combien vaut sinus pi sur 6, lui il vaut 1/2, et donc ici j'ai i sur 2 plus i sur 2, donc ici j'ai juste i plus i, les cosinus s'annulent, et la somme des sinus ça fait i, et ça finalement ça fait moins 2i carré qui fait 2, ça fait donc 2pi sur 3. Alors évidemment, dans mes notes, j'ai juste un pi sur 3, mais je crois que c'est parce que dans les notes, j'ai calculé l'intégrale de 0 à plus l'infini, pas l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini. Ok, donc on voit appliquer le théorème des résidus en pratique. Ce qui est compliqué, c'est déjà trouver le contour. Là, j'avais une fonction très simple, une fraction rationnelle sur R qui était absolument intégrable. Au moins, le contour, c'est juste un demi-cercle. Mais une fois qu'on a le contour, il reste à calculer les résidus. Et ça, si on avait des zéros qui n'étaient pas des zéros simples, donc quand on fait un sur F, si on avait des pôles qui n'étaient pas des pôles simples, c'est un peu plus compliqué à calculer. Et si vous avez déjà décomposé des fractions rationnelles en éléments simples, là j'étais en train de regarder une fraction rationnelle, d'essayer de la décomposer en éléments simples et de trouver les bons coefficients. J'ai besoin de certains morceaux du développement de la décomposition en éléments simples. Et donc, comme pour les décompositions de fractions rationnelles, absolument tous les coups sont permis pour trouver ces coefficients.
Mais en général, ça peut être très compliqué, en particulier si jamais on n'a pas un pôle et qu'on a un développement en série de Laurent qui est infini, bah, il faut arriver par composition ou en se ramenant à des fonctions qu'on connaissait déjà à trouver le développement en série de Laurent, ou en tout cas arriver à trouver son terme d'ordre moins 1. Et en général, c'est plus compliqué techniquement que ce que j'ai fait parce que déjà le contour peut être plus compliqué, mais ensuite il va y avoir plein de morceaux différents sur le contour et arriver à évaluer les contributions sur les différents morceaux, ça peut être un peu piégeux. Donc on a fait un sujet d'agrég, j'ai oublié lequel, c'était 2014 je crois, où il y avait une intégrale qui apparaissait avec des logarithmes. Et dans la prochaine vidéo, je vais rappeler les propriétés du logarithme complexe. Et on fera un exemple d'application du théorème des résidus avec une intégrale faisant intervenir un log, qui, quand on étendra ça au complexe, fera intervenir une branche de logarithme, et ça nous forcera à réfléchir un peu là-dessus. Et je crois bien que j'ai fini pour cette vidéo-ci. Merci beaucoup.